Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Meuse pour rencontrer Alain Fortin, cavalier professionnel et dresseur de chevaux de sport. Petite précision pour commencer, les chevaux de sport, ce sont ceux qui sont destinés aux compétitions de saut d'obstacles, de dressage et de crosse. Il ne s'agit pas de chevaux de course, eux dédiés aux courses hippiques sur les hippodromes qu'on connaît tous. Passionné par les chevaux, Alain les achète jeunes, les dresse, puis les revend à des professionnels qui ont besoin de chevaux d'exception. Et pour cause. Certains des chevaux passés par les écuries d'Alain ont participé aux Jeux Olympiques de Londres et l'un d'eux est actuellement en lice pour participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Son objectif est donc de repérer les équins les plus prometteurs, d'en révéler tout le potentiel pour ensuite les revendre au meilleur prix. J'ai eu la chance de voir de près ces sportifs de haut niveau. Ils sont vraiment impressionnants de hauteur et d'allure. Alain a même eu la gentillesse d'en sortir un des box pour qu'on le voit bien. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou Facebook, je vous mets quelques photos et vidéos. Dans cet épisode, Alain nous raconte comment il travaille avec ses chevaux, ceux qui l'ont particulièrement marqué et comment se déroulent les compétitions. Mais avant de vous laisser en sa compagnie, ce serait trop sympa de prendre 1 minute pour noter le podcast, surtout s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment à le faire connaître, merci beaucoup pour votre temps. Bref, je vous laisse en compagnie d'Alain, bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Je vous remercie déjà de venir nous visiter en Meuse. Alors, je m'appelle Alain Fortin, je suis installé ici depuis 2014 et je travaille dans le département de la Meuse depuis 1989. Très bien. Et ici, on est où ? Alors ici, on est dans mon établissement sur la commune de Vassincourt. Au milieu de vos chevaux. Oui. Et c'est quoi votre métier ? Alors mon métier, c'est préparateur et commerçant de chevaux de sport et de manière anecdotique de chevaux de course. Donc alors chevaux de sport, ça veut dire quoi déjà par rapport à chevaux de course ? Parce que j'aurais pensé que les chevaux de course étaient des chevaux de sport. Alors les chevaux de sport c'est des chevaux qui pratiquent les disciplines de la Fédération française d'équitation, c'est-à-dire globalement pour ce qui nous intéresse chez nous, le concours hippique, le concours complet d'équitation et les concours de dressage. Concours épique, c'est les concours d'obstacles. Concours épique, c'est les parcours d'obstacles qui comportent entre 11 et 15 obstacles et qui vont du tout petit niveau à 50 cm jusqu'à des obstacles à 1,60 m aux Jeux Olympiques. C'est le gros des compétitions de chevaux, les concours d'obstacles, je crois. En France, oui. Dans d'autres pays, comme en Allemagne, c'est moitié obstacle, moitié dressage. Mais en France, c'est 80% des compétitions sont des compétitions de saut d'obstacles. Et ces chevaux de saut d'obstacles sont complètement différents des chevaux de course. C'est deux choses... C'est des élevages qui sont complètement différents, qui sont tenus par des gens très différents. L'élevage de sport a été développé à la fin de la Deuxième Guerre. Les gens avaient des chevaux de travail, les tracteurs sont arrivés, donc ils ont gardé des chevaux de travail qu'ils ont croisés avec des races beaucoup plus légères et ils ont fait du sport le week-end pour se distraire. Et ça fait les chevaux de sport. Bon, tant mieux pour moi, comme ça je pourrais aller faire un reportage chez les chevaux de course ensuite. Ouais. Et alors vous, votre métier, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Alors mon métier, c'est de prendre des chevaux qui n'ont jamais été montés, de les débourrer déjà, c'est-à-dire qu'on monte dessus, parce que le premier rôle d'un cheval, c'est de porter un cavalier, et après d'essayer de détecter leurs qualités pour les orienter dans telle ou telle discipline et à tel niveau dans chaque discipline. Et vous les dressez pendant tout ce temps ? Alors on les dresse, c'est un bien grand mot. Nous, les jeunes chevaux, on les habitue plutôt au cavalier et on les habitue à aller en compétition. Le dressage d'un cheval se termine vers 8-9 ans. Donc Okay. Nous, on les a entre 3 et 5-6 ans. Donc c'est plus de l'éducation que du dressage. Ok. Donc en gros, vous achetez des chevaux qui sont jeunes, vous commencez à les éduquer, à les habituer, et ensuite vous les revendez en espérant faire le maximum de les dresser le mieux possible pour faire un maximum de plus-value. En espérant de faire ressortir au maximum les qualités de chaque cheval. Et parce que qu'on sache qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, vos chevaux qui sont passés par ici, ils sont allés jusqu'où ? C'est quoi les types de compétitions où ils vont ? On a des chevaux qui font les gros grands prix internationaux. On a des chevaux qui ont été aux Jeux Olympiques
Et le gros de notre production fait des épreuves entre 1,20 m et 1,40 m. Donc on est dans le vrai milieu professionnel, Oui. sur des vrais chevaux de compétition, Oui. c'est presque des athlètes. Ah oui, c'est des athlètes à part entière. Et alors ça a été quoi le déclic pour vous de vous lancer là-dedans ? C'est assez simple, hein, c'est un peu les hasards de la vie. J'étais au lycée agricole à Yvetot en Seine-Maritime et moi je jouais un peu au football, comme je venais de Paris. Et j'ai un copain qui montait à cheval et puis à un moment j'ai été monter à cheval avec lui et puis on a continué nos études ensemble et puis voilà, puis c'est devenu mon métier. Vous avez même fait vos études là-dedans, j'ai vu sur Internet. Oui, on a fait après le bac, j'ai fait un BTS hippique à Rambouillet. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, non ? À part Rambouillet, des BTS hippiques. À notre époque, il y avait une classe de 12 élèves pour toute la France. Donc j'ai eu la chance d'être pris. Et puis après mon BTS hippique, comme j'avais commencé l'équitation très tard, j'avais commencé à 17-18 ans, j'ai fait ce qu'on appelle l'instructorat d'équitation, c'est-à-dire que j'ai passé 1 an à Saumur pour être instructeur d'équitation, c'est-à-dire pour apprendre aux gens à monter et puis pour former les moniteurs. Comme ça me donnait comme je voulais faire les jeunes chevaux, mais je voulais un diplôme au cas où il m'arriverait quelque chose pour pouvoir avoir une deuxième corde à mon arc. Parce que de suite, vous aviez en tête d'éduquer les jeunes chevaux, de les faire progresser. Oui, j'aimais bien ça, parce que j'avais remarqué qu'on avait toujours besoin de gens pour dresser les jeunes chevaux, donc je me dis que j'aurais toujours du travail. Mais ça ne doit pas être évident au début de se lancer là-dedans, parce qu'il faut faire ses preuves, il faut que les gens nous fassent confiance, il faut un carnet d'adresses. Si vous n'étiez pas du tout issu du monde hippique, j'imagine que ça devait être simple. J'ai bénéficié d'un plan d'action du Conseil général de la Meuse en 89 qui avait fait une aide pour les éleveurs de chevaux de sport pour valoriser leur production. Et dans ce cadre-là, j'ai été salarié par le département de la Meuse et cette aide a diminué progressivement et je me suis mis à mon compte 8 ans après. Pourquoi la Meuse, elle avait fait ça ? Est-ce que c'est un département à tradition un peu hippique ? Parce on pense toujours à la Normandie. Alors, c'est toujours des décisions politiques. Le président de l'époque du Conseil général de la Meuse, Rémi Herman, était assez sensible et souhaitait diversifier un peu la production agricole. Il avait remarqué que les chevaux de sport commençaient à prendre de l'ampleur et il a été assez visionnaire à ce sujet-là. Et alors vous, comment vous avez atterri ici ? Vous avez voulu le racheter ? À un moment, ça a fermé et puis le Conseil général avait cette structure, donc je l'ai racheté et j'ai construit un manège et j'ai fait une carrière en plus. Et c'était un lieu qui représentait quelque chose pour vous ? Il vous a tout de suite plu ou... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Vous n'avez pas eu le choix, du coup. Pas tout de suite, mais en réfléchissant, je trouvais que c'était bien situé. Ma femme a un club hippique à 12 km d'ici, donc voilà. Comme j'ai construit le manège et une carrière, ça m'a permis de faire l'outil de travail dont j'avais un peu réfléchi pendant très longtemps avant, donc voilà. Ça se réfléchit toute notre vie, on a toujours un peu dans la tête, quand on est jeune, c'est quel est le cadeau de Noël que tu veux. Après, c'est quelle est la structure que tu aimerais avoir. Voilà. Et vous, c'était un grand manège c'est un manège qui me permet de travailler toute l'année, voilà, avec une carrière. Et puis ici, l'avantage, c'est que tout est très rapproché. C'est pas très grand au niveau superficie, hein, parce que c'est sur... entre le manège et la carrière, c'est sur 1,3 hectare. Donc tout est très rapproché, donc c'est très facile de travailler. Ça doit être quelque chose, la première fois que le manège il a été construit et que vous avez amené votre cheval dedans, non ? C'était assez agréable. Et le manège, vous pouvez expliquer à quoi ça sert quand même ? Parce que vous m'avez expliqué avant, mais je ne suis pas sûre que ça soit clair. Le manège, on dit vulgairement que c'est la salle de classe, c'est-à-dire c'est un lieu que moi j'ai un manège fermé, donc ça facilite la concentration et ça nous oblige à faire des figures de dressage assez précises. Et après il y a la carrière qui sert à quoi ? Après il y a la carrière qui sert plutôt à faire des exercices de saut d'obstacle parce qu'elle est plus grande et à l'air libre. Et après j'ai un parc à côté pour travailler la mise en souffle et la musculature parce que c'est un parc qui est en pente, donc on travaille montée, descente aux 3 allures, au pas, au trot, au galop. Okay. Donc là, c'est séance de fractionner, pas rigolo le pour les chevaux. Le travail de fond dans le champ, le travail technique dans la carrière et le travail de concentration dans le manège. Très bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on laisse les chevaux tranquilles, qu'on aille s'installer à l'intérieur pour que vous nous racontiez un peu le dressage des chevaux, comment ça se passe, et de votre expérience de cavalier aussi. À tout de suite. Bon, Alain, nous voilà revenus à l'intérieur. J'aurais bien aimé...
parler avec vous d'abord du centre de votre métier, de valoriser les chevaux, donc de les récupérer à un instant T, de les rendre meilleurs et ensuite de les revendre. Déjà, vous nous avez dit que vous récupérez les chevaux jeunes. Pourquoi vous ne les faites pas naître vous-même ? Alors, j'en fais naître, j'ai 2-3 chevaux qui naissent par an, mais ça suffit pas pour gérer toute une génération. Donc, je travaille en collaboration avec des éleveurs qui sont dans un rayon de 100 km autour de chez moi. Et comment vous les sélectionnez ? Comment, au plus jeune âge, vous voyez, est-ce que c'est juste de la génétique, le père, la mère ? Est-ce que... On les sélectionne déjà sur le modèle, hein, parce que là, un cheval, il est beau ou pas beau. Il y a des différents critères qui sont assez spécialisés. Il y a des grilles de notation. Et après, on les sélectionne sur l'aptitude. Alors, la première aptitude, déjà, c'est de pouvoir porter le cavalier. Donc, déjà, avant de savoir si un cheval saute bien, il faut déjà savoir si on peut monter dessus et de manière normale. Et après, on voit si c'est un cheval qui saute bien ou qui a de belles allures. Moi, je les oriente soit le concours hippique, soit le concours complet. Donc, c'est des chevaux un peu différents. Les chevaux de concours complet, c'est un peu plus des triathlètes. Et les chevaux de concours hippique, c'est plus des coureurs de 200 mètres ou de 400 mètres, quoi. C'est pas la même physionomie d'athlète. Concours hippique, donc pour nous qui ne connaissons rien, c'est les sauts d'obstacles. Et concours complet, vous m'avez dit, c'est cross, dressage. Cross, dressage et concours hippique. Mais ça veut dire que du coup, vous montez les chevaux avant de les acheter ? Vous non, les testez ? Non, je peux les acheter à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un peu l'opportunité. Quand je vois un cheval qui me plaît, je l'achète. Et c'est du flair, c'est votre cœur de métier, quoi. Vous faites un peu au feeling parce que vous savez pas ce que le cheval a dans le ventre, in fine. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le département, donc je vois il y a des chevaux, j'ai monté en concours hippique les grands-mères des chevaux. Donc j'ai déjà un aperçu en ayant fait travailler la grand-mère, fait travailler la mère, connaissant les pères, parce que je connais assez bien la génétique. Et il y a quand même des familles où il y a beaucoup de gagnants et des familles où il y a beaucoup moins de gagnants. Ouais, donc la génétique, ça compte. La génétique est assez importante. Je sais pas si c'est pareil pour nous les êtres humains, mais en tout cas pour les chevaux. Dans ma famille, non, c'est pas le cas. On fait pas tous le même métier. Et combien de chevaux vous pouvez vous permettre d'avoir ici en même temps ? Alors ici, en règle générale, on a une 30aine de chevaux. Alors là, on en a un peu moins en ce moment parce que j'ai profité. Déjà, il faut que tout le monde prenne un peu ses congés au mois d'août. On s'est concentré un peu sur le travail des jeunes chevaux pour la finale de Fontainebleau. Donc là, on a une 20aine de chevaux seulement. Et parce que là, c'est une grosse semaine pour vous. Oui, c'est un peu la semaine la plus importante de l'année et qui va récompenser notre travail de préparation de 10 mois, quoi. Pourquoi ? C'est quoi les échéances que vous avez ? Alors là, on a la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau qui regroupe les meilleurs chevaux de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans qui sont sélectionnés sur un circuit régional dans toute la France. Après, il y a des finales, des demi-finales régionales et après, les meilleurs sont sélectionnés pour la finale nationale. Et combien des vôtres partent à la finale nationale à Fontainebleau le week-end prochain ? On avait qualifié 12 chevaux et j'ai estimé qu'il n'y en avait que 7 qui pouvaient participer à la finale nationale avec des bonnes chances d'être dans les meilleurs. Oui, parce que c'est ce qui fait la réputation de votre élevage et qui fera que vous pourrez les vendre, le fait qu'ils réussissent à ces concours ? Ah oui, c'est sûr que la bonne prestation au championnat de France est un gage pour vendre les chevaux, ça c'est certain. Et en plus qu'à Fontainebleau, il y a beaucoup de prestataires étrangers, que ce soit des éleveurs, des marchands, des cavaliers. C'est un peu le rendez-vous de l'Europe pendant 3-4 jours, donc il faut en profiter de cet éclairage. C'est pour ça que vous les amenez pas tous, parce que vous préférez avoir un taux de réussite maximum plutôt que d'en présenter beaucoup. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a c'est pas que ceux qu'on n'amène pas sont pas bons, c'est que je pense qu'ils sont pas prêts en ce moment à défendre leur chance. Et en plus, c'est un circuit qui est quand même assez coûteux. Donc, je suis obligé de surveiller les dépenses de l'entreprise. Donc, alors après, je peux me tromper, mais j'emmène que les chevaux dont je suis certain de pouvoir avoir de bons résultats. Après, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ça veut dire que je pense que ce n'est pas le moment de les présenter. Qui pourront être meilleurs plus tard. Qui pourront être meilleurs et présentés dans de meilleures conditions plus tard. Et c'est quoi les grandes étapes du dressage des chevaux ? Vous avez une méthode ou est-ce que c'est à chaque cheval son parcours ? Comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai une méthode générale que j'adapte un peu à chaque cheval, un peu en fonction de l'état dans lequel il arrive, parce qu'il y a des chevaux qui arrivent, ils n'ont jamais vu l'homme, il y a des chevaux qui sont déjà très bien
très bien habitué à l'homme, donc on s'adapte un petit peu à... Mais Ok. j'ai des étapes que je respecte tout le temps. C'est quoi les grandes étapes? Si vous avez le droit de les divulguer, on ne veut pas ouais, avoir les mais secrets de bon, polichinelle. c'est un peu des lieux communs, hein. Il faut déjà que les chevaux supportent d'être attachés au licol, après qu'ils supportent la selle, après on leur met un bridon, après on les fait tourner un petit peu en longe. Moi, je les travaille beaucoup dans le box, parce que c'est leur lieu de résidence et là où ils sont plutôt bien, et on les monte dans le box. Alors ça va très vite à dire, mais des fois ça prend un peu plus de temps que de le dire. Mhm. Et puis après, on va dehors. Vous dites on, vous êtes plusieurs? Oui, 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 parce que moi je débourre plus les chevaux, c'est un cavalier qui le fait pour moi. Par contre, on est toujours à deux pour débourrer les chevaux. Débourrer, c'est-à-dire les monter pour Ça la veut première dire fois. que le fait de débourrer un cheval, c'est le monter pour la première fois. Par contre, le fait qu'un cheval se débourre nécessite plus d'une leçon. On dit normalement un débourrage bien fait, ça dure une vingtaine de jours, quoi. Le temps de l'habituer, parce que je pense qu'il faut pas aller très vite, il faut prendre son temps, répéter souvent les mêmes choses. Ça demande de la patience de dresser des chevaux. Ça demande d'écouter le cheval, parce qu'au bout du compte, c'est toujours le cheval qui a raison. Et c'est quoi sa journée type au cheval? La journée type, à 7 heures, il reçoit le foin. Vers 8h15, après, il reçoit une ration de granulés. Après, à midi, il reçoit une autre ration de granulés. À 17h, il reçoit une ration de foin. Et à 18h30, 19h, il reçoit une ration de granulés. Ça, c'est pour son régime alimentaire. Ça a l'air sympa vu comme ça. Mais il faut s'adapter au cheval. Le cheval a un estomac qui fait 6-8 litres, donc qui est plutôt petit. Et le cheval a une digestion stomacale. Il ne digère pas dans l'intestin. Donc il faut que l'aliment reste le plus possible dans l'estomac. Pour mieux nourrir un cheval, il faut fractionner au maximum les repas. Et après, il est sorti une fois par jour. Sorti, ça veut dire il part à l'entraînement. Ça veut dire qu'il entraîne une fois par jour et sinon, ils vont au paddock. Combien de temps ça dure l'entraînement? L'entraînement, il y en a pour les chevaux, ils travaillent 3/4 d'heure. Un par un ou des fois vous faites des séances Alors collectives? des fois, on est à 3-4 dans le manège, ça dépend un petit peu. Mais c'est toujours moi, une j'aime bien- personne, un cheval? Oui, Ouais. toujours une personne à cheval. Moi, j'aime bien les travailler seuls sur la carrière ou seuls dans le manège pour avoir une relation un peu privilégiée avec le cheval. Et après, j'essaye de retrouver le même travail en étant parmi d'autres chevaux. Pourquoi 45 minutes d'entraînement, vu les colosses que c'est, ça n'a pas l'air énorme? Pourquoi il n'y a pas 2 séances d'entraînement par jour, par exemple? Pour des raisons économiques, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, hein. Oui, parce que 4 pour 30. Et qu'un cheval, il faut lui répéter souvent les mêmes choses. On ne peut pas lui faire une leçon de 3 heures, ça ne sert à rien de faire une leçon de 3 heures. Il faut mieux faire 2 leçons de 20 minutes qu'une leçon de 3 heures. Un cheval, ça a besoin de répéter souvent. Et est-ce que la relation avec l'homme, le fait qu'ils soient en confiance, il y a toute une... je sais pas si c'est une mystification, vous allez me dire que c'est la réalité, mais de la relation homme-cheval, du fait qu'ils font une équipe, c'est important ça dans la phase de dressage? Alors, je pense que les chevaux aiment bien une certaine ambiance, dont l'attitude de l'homme fait partie. Donc, ils aiment bien des écuries plutôt calmes, plutôt lumineuses, aérées, des repas réguliers, manger beaucoup de foin et une relation normale avec l'homme. C'est pas l'homme qui fait tout, hein. C'est une globalité, c'est une structure qui fait tout. Et à partir de quand vous vous dites, ok, ce cheval-là, il a vraiment du potentiel, j'ai parié sur le bon cheval? Déjà, nous, par nature, on est rêveurs, donc on rêve toujours d'avoir un cheval olympique. Après, la réalité nous redescend assez vite sur Terre. Mais bon, régulièrement, tous les 2 ans, j'ai un cheval qui, je pense... depuis que j'ai commencé le métier, tous les 2 ans, j'ai un cheval qui va au niveau national et international. Ouais, c'est incroyable. Et quel cheval vous a le plus marqué dans votre carrière? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a les premiers chevaux qu'on a travaillés, les premières finales qu'on a réussies. Le cheval qui m'a le plus marqué, c'est un cheval de course que j'avais acheté chez un monsieur qui s'appelle monsieur Philippe de Quatre-Barbes. Et il a gagné 2 courses en France et il a été vendu en Irlande après, chez le meilleur entraîneur de chevaux d'obstacles d'Irlande qui s'appelle monsieur Mullins. Et quand j'avais vu mon cheval gagner sa 2e course, ça m'avait procuré une grosse émotion. Et après, j'ai un cheval que j'ai vendu à l'âge de 7 ans qui s'appelle Brasil du Mézel et qui continue qui est dans l'équipe de France maintenant. Ah ouais. Ouais. Qui fait des épreuves à 1m50, 1m60. Ah, vous devez être fier. Alors après, c'est difficile de tirer 2 chevaux parce que
Globalement, par génération, on travaille une 50aine de chevaux différents. Et le cheval de course m'a beaucoup marqué. Ouais. Et Brasil du Mézel aussi, parce que c'était un cheval assez atypique. Et voilà. Et du coup, il y a quoi comme prochaine compétition où vos chevaux, potentiellement, ils pourraient participer à part la finale de Fontainebleau? Le cheval que j'ai monté il y a 2-3 ans et qui continue à performer, qui s'appelle Brasil du Mézel, et est rentré dans la longue liste de l'entraîneur national pour Paris 2024. Ah ouais, génial. Donc on va avoir un cheval, j'espère qu'on aura un cheval lorrain qui sera passé par nos écuries aux Jeux Olympiques de 2024 et j'irai le voir. Ah oui, bah là, je veux bien le croire, nous aussi. J'espère voir. que j'y serai à Paris 2024. Et c'est fou, comment ça se passe? Il y a une liste élargie, c'est comme genre pour le 15 de rugby, il y a une liste élargie au début. Oui, c'est ça, ensuite, vous faites une liste élargie que vous mettez à jour annuellement parce qu'il y a des chevaux qui peuvent se blesser, être moins performants, mais lui, il est rentré cette année dans la longue liste 2024. Et la décision finale sera quand? La décision finale, c'est un mois avant l'échéance. Hein. Ah oui. Oui, parce qu'il peut se passer plein de choses. Ils prennent les 3 meilleurs chevaux qui sont le plus en forme et qui sont le plus en santé à ce moment-là. Hein. Alors ça veut dire qu'il y a des chevaux qui peuvent faire 2 ans de très bons concours. S'ils ont une méforme là, le rôle de l'entraîneur national, c'est de ramener le meilleur résultat d'équipe. Donc, il faut qu'ils prennent les chevaux les plus performants à un moment donné, en faisant abstraction des facteurs humains et les autres. Vous avez dit 3 chevaux? Oui, parce que le nouveau format olympique est pour nous une très mauvaise évolution de ce format olympique. Disent que les épreuves par équipe, c'est sur 3 chevaux. Auparavant, il y avait 4 chevaux par équipe et ils prenaient le meilleur et ils enlevaient le moins bon résultat d'un des 4 chevaux. Comme ça, il y avait un joker par équipe. Et maintenant, les trois résultats comptent. Donc, ça veut dire qu'il y a une plus grosse pression sur les chevaux et sur les cavaliers. Et je pense qu'au niveau de l'évolution du bien-être animal, c'est une très, très mauvaise décision du CIO et de la Fédération équestre internationale. Et la liste élargie, là, elle compte combien de chevaux? Pour l'instant, je crois que c'est une 12aine de chevaux. D'accord, ok. Oui, le chemin est encore long jusqu'en 2024. Après, il faut préserver l'animal. Et Brasil, hier, était en Espagne et a gagné une épreuve à 1m50, donc il est en forme. Ok, on croise les doigts pour que ça dure et qu'on le voit briller à Paris, ça serait vraiment chouette génial. Que François-Xavier Boudan, qui le monte depuis la fin de ses 7 ans, va continuer son très bon travail. Et est-ce que vous suivez tous les résultats des chevaux qui sont passés par chez vous? Comment vous faites? Parce que ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous faites aussi un service après-vente quand je sais pas, il y a un souci avec le cheval Oui, on fait un service après-vente. Après, il faut que le service après-vente soit justifié, quoi. Après, il faut que... Mais quand il y a un cheval qui ne correspond pas, on le reprend, oui. Après, il faut voir pourquoi il ne correspond pas, mais ça m'arrive assez rarement. Parce que je ne vends que les chevaux que j'ai travaillés, et souvent des gens que je connais bien, donc voilà, ça m'arrive assez rarement. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. C'est à qui vous vendez ces chevaux? Qui vous les achète généralement? Alors, je vends un peu à tout type de cavaliers. Je vends à des gens qui fréquentent des clubs de petits niveaux, puis après je vends à des professionnels. Maintenant, on vend beaucoup à l'étranger les chevaux, parce qu'il y a une forte demande de chevaux à l'étranger. Il y a des pays émergents qui se mettent à l'équitation et qui ne sont pas producteurs de chevaux comme le Moyen-Orient, l'Asie et les États-Unis, qui sont des gros consommateurs de chevaux, parce qu'ils ont des gros moyens financiers, mais qui ne sont pas du tout lancés dans l'élevage. Donc ils viennent acheter... Globalement, les chevaux de sport sont fabriqués en Europe, entre l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et la France. Et en moyenne, ils se vendent à combien, qu'on ait une idée, même si c'est une fourchette? Ça dépend du niveau du cheval. Ça va de 5 000 € pour un cheval pour faire de la promenade à plusieurs millions d'euros si vous voulez aller aux Jeux Olympiques. C'est pas donné. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, parce que je pense que c'est lié. C'est Léa qui vous demande, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement de s'occuper d'un cheval de sport? Alors, l'investissement, moi, c'est un peu j'ai fait ce métier-là parce que je voulais gagner ma vie avec ma passion. J'avais pas envie de gagner ma vie et d'avoir une passion à côté. Je voulais mélanger les deux. Donc, l'investissement, ma femme dit que c'est beaucoup d'investissement parce que je suis... Vous êtes marié je suis tout le temps au travail, mais... Bon voilà quoi, entre les gens qui travaillent et qui ont une passion à côté et les gens qui vivent de leur passion, je pense que c'est à peu près le même temps passé, sauf que moi je le passe dans ma passion. Et en termes d'investissement financier?
Ça dépend un peu, chacun fait un peu en fonction de ses moyens. Moi, j'ai commencé tout doucement parce que j'ai mon établissement que depuis 7 ans et je vais avoir 60 ans, donc j'y vais doucement. Mm. Mais est-ce que ces chevaux-là, ils demandent beaucoup de soins? Est-ce que l'alimentation, alors vous nous avez dit, c'est beaucoup de foin au final? Alors, Ils ont pas tout... l'alimentation de base du cheval, c'est le foin. Ça, il n'y a y a pas un ouvrage sérieux qui ne le dit pas. Et après, je fais que du travail de jeune cheval. Donc, il y a des besoins d'entretien, des besoins de croissance et un petit peu d'énergie, mais ça demande pas ça demande plus une alimentation équilibrée que très spécialisée. Alors après, les chevaux qui font du sport du niveau, c'est autre chose, hein. Il faut un peu plus de protéines, des acides aminés. Enfin, mais nous, on a une nourriture de base simple, hein. Et les vétérinaires et tout ça, est-ce qu'ils passent plus souvent sur des chevaux de sport que des chevaux classiques? Est-ce qu'il y a plus de soins aussi là-dessus? Alors les vétérinaires, ils passent quand il y a un accident et ils interviennent beaucoup lors des transactions avec les chevaux parce qu'ils font ce qu'on appelle des visites d'achat, c'est-à-dire quand les gens veulent acheter un cheval, ils font faire une visite ou un contrôle technique au vétérinaire qui valide ou pas le choix des gens. Du coup, ça vous est déjà arrivé de vendre un cheval à plusieurs millions? Non, non, non. Mais c'est le rêve. Ah ouais. C'est le rêve. Bientôt, on vous le souhaite. Est-ce que, affectivement, c'est pas dur de revendre ces chevaux avec qui vous passez tout ce temps? Combien en moyenne il reste chez vous, du coup? Alors les chevaux, ils restent en moyenne 2-3 ans chez moi, hein. Il y a des chevaux qui se vendent assez vite et des chevaux qui restent un peu plus longtemps, mais en moyenne c'est 2-3 ans. Non, ça m'a jamais rien fait de vendre un cheval. Parce que dès le départ, je me suis dit que les chevaux devaient faire vivre ma famille. Donc voilà, c'était le constat de départ et ça reste le même constat. Et quand des chevaux, finalement, ils n'ont pas répondu aux espérances, est-ce que ça arrive que vous puissiez rien en faire ou il y a toujours un débouché? En règle générale, il y a toujours un débouché parce qu'il y a des activités multiples et variées. Quand ils ne peuvent pas faire de sport, ils peuvent peut-être faire de l'instruction ou peuvent faire des shows de loisirs. Moi, comme je travaille des jeunes chevaux, comme je les sélectionne quand même sur le caractère et sur les qualités de santé, on arrive. Alors, il y en a qui nous déçoivent de par leur qualité sportive, mais on arrive toujours à en faire quelque chose. Et je crois que vous avez été, c'est la fin de la Minute Économie, je crois que vous avez été cavalier professionnel, enfin que vous êtes toujours d'ailleurs. Ouais. En quoi ça vous aide à performer dans votre métier? Alors le fait d'être cavalier me donne une meilleure expertise sur mes chevaux parce que j'ai le fait de monter, de préparer mes chevaux, je sais exactement les sensations que les gens qui essayent mes chevaux ont et ça c'est très important. Ça me permet d'ajuster le dressage des chevaux et moi quand j'essaye des chevaux que je les achetais, c'est quand même plus facile de les acheter en montant dessus qu'en en les regardant simplement en ne pouvant plus monter dessus. Et vous avez fait des compétitions à quel niveau? Et vous faites J'ai fait des compétitions jusqu'à 1m45, hein, mais ça n'a jamais été mon cœur de métier. De temps en temps, j'ai gardé un cheval un peu plus vieux voilà, parce qu'à un moment, j'aimais bien faire de la compétition d'un peu plus haut niveau. Mais les gens qui font de la compétition au-delà d'1m45 partent de chez eux tous les week-ends, 4 jours, et c'était pas compatible à ce que je voulais à l'exploitation de mon entreprise et ce que je voulais de ma vie. Je ne me voyais pas partir toutes les semaines, 4 jours en compétition. Ouais, et j'ai pas l'âme d'un vrai compétiteur. Il y a des gens qui ont beaucoup plus l'âme que moi d'être compétiteur. Moi, j'aime bien préparer et entraîner mes chevaux. Ça, j'adore ça. Et vous m'avez dit que notamment au final à Fontainebleau, vous déléguez aussi cette partie-là. Ouais. C'est pas vous qui allez monter vos chevaux? Je délègue une partie de mes chevaux à un ami avec qui je travaille depuis 5-6 ans et qui fait ce travail parfaitement bien. Ouais, pour mieux mettre en valeur vos chevaux, c'est vraiment ça l'objectif? Je pense que c'est des gens qui ont une trentaine d'années, qui sont plutôt très doués, présentent mieux des chevaux que des gens qui sont un peu... Puis moi, je véhicule beaucoup l'entreprise derrière moi et les chevaux ont besoin de gens qui sont un peu détachés des contingences matérielles et voilà. Et justement, ça démystifie un peu cette relation homme-cheval parce que du coup, c'est pas le cavalier qui passe son quotidien avec le cheval qui le monte en finale. Oui, mais moi, le but, c'est de réaliser le capital que je mets dans les chevaux. Donc, ce que je veux, c'est que les chevaux soient exploités au mieux pour qu'ils soient valorisés au mieux. C'est un choix. Mais un cavalier, il peut monter un cheval sans avoir eu d'expérience avec lui avant et faire une bonne compétition. Ah oui, tout à fait. Le mot de la fin, c'est que quelque part, c'est les chevaux qui font les gens.
les hommes. C'est pas les hommes qui font les chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon cavalier, s'il n'a pas un très bon cheval, il n'y arrive pas. Alors que l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Non, c'est les chevaux qui font les hommes et pas le contraire. C'est pas, d'un point de vue de novice, pour moi, c'est pas intuitif. J'avais l'impression qu'il fallait une vraie relation. Non, mais les chevaux, alors quand on connaît le cavalier et qu'on sait quel dressage attend le cavalier, c'est pas... Voilà, on prépare le cheval pour qu'il soit monté. Par contre, je travaille toujours avec le même cavalier qui s'appelle Sofian Misraoui et je sais à peu près de quelle manière il aime que les chevaux soient dressés, donc je prépare mes choix à ça. D'accord. Ok, vous essayez quand même de faire des associations qui fonctionnent. Oui. Et j'imagine que dans tous les sports de haut niveau, c'est important de maîtriser son stress, mais là encore plus parce qu'on peut passer le stress à l'animal, non? C'est sûr qu'il y a des cavaliers qui sont plus ou moins tendus et moi j'aurais tendance à être un peu plus tendu qu'un autre parce que il faut que je gère mes clients, mes propriétaires, l'entreprise, tout ça. Donc des fois, il vaut mieux des gens qui sont un peu détachés de toutes ces contingences-là. Oui, et puis pendant la finale, vous joueriez gros, quoi. Parce que oui, c'est donc, comme tout le business. Donc c'est un choix. Oui. Et je suis content de ce choix. Et vous aimez aller au concours quand même et voir vos chevaux concourir? Oui, des fois, je vais là, j'ai un très bon cheval en copropriété avec son éleveur de 8 ans et qui s'appelle Espoir du Faubourg. Et quand il est en concours, je vais le voir. Et vous avez une anecdote à nous raconter de concours, une réussite, un échec que vous avez connu, quelque chose? La plus belle anecdote, c'est quand mon cheval de course a gagné deux courses de suite. Ça, c'était vraiment au niveau émotion assez fort. Je me souviens, j'avais monté une jument d'un éleveur qui habitait tout près d'ici. Et j'avais été triple sans faute à la finale des 5 ans. C'est une jument qui s'appelait Créole de Veau. Et c'était la première fois que j'arrivais à ce niveau-là d'épreuve et j'étais très content. J'imagine que après s'être investi aussi bien en temps qu'en argent, ça doit être vraiment une consécration quand ça fonctionne. Oui, c'est agréable. Ouais. Et d'un point de vue extérieur, le monde des équin, il semble assez fermé. En grande touriste, pour être allé à l'hippodrome de Longchamp, de Vincennes et compagnie, on voit que, même si là c'est des chevaux de course et on n'est pas dans la même catégorie, mais quand on y va en tant que grand public, on sent que c'est un milieu où tout le monde se connaît, où qui a ses codes, qui a ses rites. Oui, c'est un milieu qui a ses codes, ses rites et sa hiérarchie. Et est-ce qu'il ne gagnerait pas à s'ouvrir un peu au grand public? Ou est-ce que finalement la discipline n'en a pas besoin parce que le cheval est suffisamment accessible déjà c'est un animal que les gens aiment Si vous voulez, nous, dans les chevaux de sport, on a la chance d'avoir une fédération qui est assez ouverte au grand public parce que la Fédération française d'équitation, c'est 700 000 licenciés. C'est la 3e fédération sportive en France. Et ça, c'est la bouche d'aspiration pour des gens qui font la compétition équestre. Mais on a toujours intérêt à s'ouvrir le plus possible au grand public. Et est-ce que vous prenez en compte, on le sait, partout, il y a de plus en plus de demandes autour du bien-être animal, etc. Est-ce que ça, c'est des choses en équitation sur lesquelles vous réfléchissez, sur lesquelles vous êtes embêté, ou finalement, c'est une discipline qui a quand même plutôt la cote et pareil, il n'y a pas de sujet là-dessus? Alors, je pense que il y a forcément un sujet là-dessus, parce que sur le nombre de compétitions dans le monde entier, il peut toujours avoir des conduites inadaptées de la part de certains cavaliers. Mais comme il y a des cartons rouges en football, comme il y a des attitudes pas normales dans tous les sports, quoi. Hein, ça c'est... Après, c'est sûr que nous, notre souci, c'est qu'il y a le cheval. Et les gens nous disent, le cheval, il n'a rien demandé. Des joueurs de football, ils se mettent dessus. Bon, c'est chacun... Voilà. Nous, il y a le cheval et c'est sûr qu'on essaye de faire la guerre à tous les gestes qui sont inadaptés vis-à-vis des animaux. Endurcir ça en les règles sportives, c'est-à-dire que les chevaux, s'ils s'arrêtent une fois, ils ne peuvent pas recommencer. Tout ça, il y a tout un... Le règlement des épreuves sportives évolue vers le bien-être animal. Ok, pour moins pousser le cheval dans ses retranchements. Ça veut dire que si le cheval montre des signes de faiblesse, de fatigue ou d'inadaptation à l'épreuve, il faut qu'il arrête. Et ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a des produits dopants pour les chevaux comme les athlètes? Est-ce que vous êtes contrôlé? Il y a des produits dopants, il y a des anti-inflammatoires, des corticoïdes, il y a tout un tas, tout l'arsenal qui existe, les molécules existent. Par contre, on est très contrôlé. Les courses sont archi contrôlées
Et les sports équestres, on est contrôlé aussi. Ça veut dire qu'avant les concours, il y a des contrôles antidopage sur les chevaux ? Ça veut dire que les contrôles antidopage ont lieu pendant le concours. Au milieu et de manière aléatoire ? Aléatoire. Par des vétérinaires ou il y a même des cellules spécialisées de... C'est l'organisateur qui reçoit un ordre de la fédération française ou de la fédération équestre internationale pour aller contrôler un certain nombre de chevaux et c'est le vétérinaire à titre aléatoire qui va contrôler les chevaux. Il y en a qui se font prendre la main dans le sac ? Il y en a forcément qui se font prendre la main dans le sac, mais ça reste pour l'instant anecdotique. Je vais passer à mes questions de fin. On en a presque terminé. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'exercer ce métier ? Déjà d'avoir réussi en partant de rien du tout, d'avoir une petite entreprise qui tient à peu près la route et ça fait quand même 33 ans que je fais le même métier, donc ça c'est de durer dans un métier, c'est toujours très agréable parce que plus on dure, plus on prend d'expérience, plus on a d'informations, donc plus c'est agréable de le faire. Voilà, ça c'est un peu ma fierté de continuer à faire ce métier-là et d'avoir envie de le faire tous les jours. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Alors, si on vous demande pourquoi les chevaux dorment debout, et vous leur répondez que c'est parce qu'ils ont appris l'art de la fuite et ils n'ont jamais pris le temps de se reposer. Comme ça. Les autres espèces étaient couchées sous les arbres et eux, ils étaient debout au milieu de la steppe. Comme ça, ils voyaient les ennemis arriver et ils partaient les premiers. Ils dorment debout, les chevaux ? Ils dorment debout, oui. Ah ouais. Ils se couchent de temps en temps, mais en règle générale, ils dorment debout. Quand ils se sentent en situation un tout petit peu de danger, quand ils sentent un tout petit peu d'inquiétude, ils sont debout tout le temps. Oui, pour pouvoir fuir rapidement. La fuite. La première... pourquoi un cheval a traversé les millénaires, c'est parce qu'il a le sens de la fuite. Et qui court vite. Et qui court vite. Et qu'il a 4 pattes et qui court vite. Très bien. Je n'étais pas au courant. Parfait. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter, suivre l'actualité des chevaux, par exemple, regarder les résultats de la finale de Fontainebleau, voir si votre cheval il a été sélectionné pour Paris 2024. Où c'est qu'on peut suivre tout ça ? shf.eu. Okay. shf.eu. C'est le site de la fédération Non, de la... c'est votre site internet ? Le circuit Jeunes Chevaux est géré par une association qui a 165 ans d'existence, qui s'appelle la Société Hippique Française, et qui gère tout le circuit des jeunes chevaux de 0 à 6 ans. Voilà, qui organise les circuits de sélection, les circuits régionaux et les finales nationales. Bon, merci beaucoup pour votre temps et pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie de votre visite et de votre long déplacement. Avec plaisir, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.